Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on voudrait créer une application qui permet de gérer des produits appartenant à des catégories. Vous savez, le cas d'une association de type point mini, minute one. Donc, on va essayer d'implémenter une association qui est bidirectionnelle. Alors, pour cela, nous allons d'abord créer les entités, l'entité produit. On va voir comment faire la gestion d'une entité produit. Et par la suite, on fera la même chose pour la gestion des catégories et comment gérer cette association. Mais tout cela, on va utiliser donc, bien sûr, la spécification GPA. Et quelle implémentation qu'on va utiliser? On va utiliser Hibernate. C'est bon? Et en plus de cela, on va utiliser Spring pour faire l'inversion de contrôle. Parce que nous avons dit qu'avec Spring, ça permet de faciliter encore plus le travail. Bien. Alors pour cela, donc pour les TP que nous allons faire, du moment qu'on va travailler toujours avec Spring, on va créer un projet. Mais quel type de projet? Spring Starter Project. Alors quand vous choisissez Spring Starter Project, ça veut dire que nous sommes en train d'utiliser ce qu'on appelle Spring Boot. Spring Boot, c'est une version de Spring qui permet de faciliter énormément la configuration, l'autoconfiguration au niveau de l'application. Également faciliter la gestion des dépendances Maven. Oui. Cependant, on crée un projet Spring. Par défaut, c'est Maven. Alors, exactement. Par défaut, un projet Spring, c'est un projet Maven. Donc, forcément, c'est la même chose. Alors, en fait, donc, ici, quand vous choisissez un projet Spring Legacy Project, c'est un projet Spring classique, alors que Starter Project, c'est un projet Spring Boot. Donc, Spring Boot, c'est une version de Spring qui facilite encore plus un peu les choses. Alors, c'est ce que je vais faire. Next. Alors, bien sûr, à ce stade-là, si vous voulez créer cette opération, vous devrez avoir une connexion Internet. Pourquoi? Parce qu'à ce stade-là, il se connecte au serveur de Spring pour vous charger la liste des dépendances que vous pouvez cocher dans votre projet. Alors, ici, donc, ça suppose que j'ai une connexion Internet. Alors, je vais créer un projet que je vais appeler GPA tout court. GPA1. Alors, il y a plein de projets que je crée. Alors, quel type de projet? Donc, je vais utiliser Maven, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, par défaut, c'est Maven, mais on peut utiliser Gradle ou bien Gradle par rapport au lieu de Maven. Ça fait pratiquement la même chose. La version on va utiliser donc Java 8. Quel type d'application? Donc, nous avons dit que soit jar, soit war. Alors, quand vous mettez jar, ça veut dire que c'est une application Java autonome. Ça veut dire que cette application, on pourra l'exécuter dans n'importe quelle machine. Vous l'exécutez, vous n'avez pas besoin d'installer un serveur d'application, parce que l'application, quand vous la démarrez elle-même, elle démarre tout ce qu'il faut. Elle démarre Spring, elle démarre le serveur, elle démarre tout ce que vous voulez pour l'application. Alors ça, on va en parler la prochaine fois quand on va faire un cours sur Spring MVC. Donc, on va parler de ces différences entre jar et war. Alors, en tout cas, pour nous, de toute façon, pour le moment, jar, ça veut dire que c'est une application Java classique. Le langage utilisé, c'est Java. Et après, on va spécifier donc les informations. Tout d'abord, plutôt le groupe ID. Alors, le groupe ID dans un projet Maven, il faut toujours spécifier groupe ID. On va utiliser, par exemple, org.sid. Donc, généralement, dans groupe ID, on spécifie le nom de domaine de l'entreprise inversé. Par exemple, si vous avez une entreprise x.ma, vous dites le groupe ID, c'est ma.x. Donc, c'est dire tout simplement que ce produit-là que je vais créer, il provient de quel groupe. Et après, artifact ID, ça représente le nom du projet. Alors, le nom du projet, je l'appelle catalogue. La version, je vais garder la version par défaut. La version 0.0.1 snapshot, c'est la version de départ si vous voulez. Sinon, quand vous serez dans un état avancé de votre projet, vous pouvez toujours créer la version 1.0, 2.0, 1. Etc., 1.x quelconque. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, le package, je vais utiliser un package de base que je vais appeler org.sid. Next. Alors, après, les dépendances. Alors, dans les dépendances, pratiquement avec Spring Boot, c'est d'ailleurs ça l'avantage par rapport à Spring classique, c'est que vous avez la possibilité de cocher les dépendances dont vous aurez besoin. Alors, pour le moment, on s'intéresse à la partie SQL.
Et dans SQL, on va cocher GPA, parce qu'on a besoin d'utiliser une base de données relationnelle. Et quelle base de données on va utiliser MySQL. Alors, parfois, si vous n'avez pas MySQL et vous voulez créer une application, vous voulez la tester avec un système de gestion de base de données qui est démarré lui-même par Spring, alors vous pouvez utiliser, il y a une base de données qui s'appelle H2. Enfin, H2, c'est quoi? C'est un système de gestion de base de données qui est démarré automatiquement par Spring. C'est un SGBD en mémoire, c'est-à-dire que les données que tout ce que vous saisissez n'est pas stocké dans des fichiers, tout se passe au niveau de la RAM. Et ça peut être utile parfois pour tester les applications. Alors dans notre cas, on va utiliser une base de données MySQL. Mais bien sûr, si vous voulez utiliser une base de données SQL Server ou Oracle ou n'importe quel SGBD, donc ça ne posera aucun problème, on pourra l'intégrer facilement. Next. Alors pour le moment, on va faire que ça. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de voir comment faire le mapping objet relationnel en utilisant GPA Hibernate. Next, finish. Alors, quand vous créez, à ce stade-là, bien sûr, comme c'est un projet Maven, Maven va se connecter, il va charger les dépendances. Parce qu'on a besoin d'un ensemble de fichiers .jar, donc ça lui demande un petit moment de se connecter et de charger les dépendances. Alors, comme vous voyez ici, alors, il va charger un ensemble de fichiers .jar. Alors, tous ces fichiers-là qu'il est en train de charger, donc c'est ça, Maven, où est-ce qu'il va les mettre? Alors, il va les mettre dans ce que nous avons appelé le repository local. Alors, ce repository local, il se trouve où? Dans votre machine, en principe, on devrait trouver toujours un dossier utilisateur, le nom de l'utilisateur, et un dossier qui s'appelle .m2, Maven 2, et dans lequel il y a un dossier qui s'appelle repository. Alors, repository, donc ici vous avez, c'est là pratiquement Maven, quand il se connecte et télécharge les jars, il va les mettre ici. Donc on va dire que ce repository local, c'est une base de données pour Maven. Maven, tout ce qu'il gère, c'est ce repository dans lequel il va grouper pratiquement tous les jars qu'il utilise d'une manière classique. Oui? Ben justement, il est créé automatiquement par Maven et c'est Maven qui va le remplir au fur et à mesure que vous créez des projets, parce que les jars que vous utilisez d'une manière générale dans vos projets, ils sont stockés là. Alors par exemple, si vous cherchez les jars de Spring, vous trouverez org, Spring Framework par exemple, et après dans Spring Framework, il y a plusieurs modules, ORM par exemple, la version, et vous trouverez un jar ici. Donc vous trouverez pratiquement, ils sont organisés dans une hiérarchie. Et donc à chaque fois que vous voulez utiliser donc un jar, il est déjà dans ce repository. Alors maintenant, la question que votre collègue a posée tout à l'heure, c'est que comment maintenant, si je n'ai pas de connexion Internet, je veux créer un projet. Alors forcément, ce que vous devrez faire, c'est ça. C'est que vous êtes dans Maven 2. Alors ce que je fais généralement, c'est que je prends ce repository qui est déjà rempli par la liste des jars dont vous aurez besoin, et je vais la compresser dans un fichier .rar, repository. Donc ça veut dire que dans votre machine, vous allez prendre ce fichier-là et vous allez le copier dans votre machine. Une fois que vous l'avez dans votre machine, vous allez le copier où? C'est que vous allez tout simplement dans le dossier .m2, vous copiez ce repository. Vous faites l'extraction et du coup, donc vous dites maintenant, je n'ai plus besoin de me connecter à Internet pour charger les fichiers parce qu'il se trouve déjà dans ce repository. Donc ça, c'est l'une des choses qu'on va faire par la suite. Alors en tout cas, quand il termine son travail, regardez, donc vous avez un projet qui est créé. Alors ce projet-là que vous voyez là, donc c'est un projet de type Spring Starter dont je vous avais parlé déjà la dernière fois. Alors qu'est-ce qu'il contient? Alors déjà, si vous regardez donc Maven Dependencies, qu'est-ce que je vois? Je vois un tas de fichiers .jar qui sont chargés dans le projet. Alors toute cette liste de fichiers .jar, donc c'est Maven en fait qui va les chercher pour moi, pour mon projet. Alors maintenant le chemin, d'ailleurs si vous regardez le chemin, regardez, c'est users, etc., repository, et vous trouverez donc le chemin où il va chercher ce jar. Alors, maintenant, supposons
supposons vous travaillez avec un autre IDE, autre que Eclipse. Vous travaillez par exemple avec NetBeans ou bien avec IntelliJ et vous voulez créer un projet Spring Starter, Spring Boot. Alors, vous ne pouvez pas travailler de cette manière-là. Pourquoi? Parce que quand vous créez un projet Spring Starter, c'est que vous utilisez le plugin Spring Tools, STS. Et le plugin Spring Tools, c'est un plugin qui a été créé pour Eclipse. Donc, vous n'allez pas le trouver sur NetBeans ou bien sur IntelliJ. Alors maintenant, comment créer un projet Spring, Spring Boot ou bien Spring Starter sans passer par Eclipse? Alors, la deuxième possibilité, c'est la suivante. Regardez bien. On va se connecter. On va vers une adresse start.spring.io. Alors, vous allez trouver pratiquement la même chose. Avec cette page-là, il vous permet de créer un projet Spring. Comment? Donc, vous dites, c'est quoi le type de projet? C'est Maven. Le groupe ID, c'est arc.sid par exemple. La version, bon, par défaut ici, donc ça c'est la version de Spring Boot. Artifact ID, alors je vais utiliser donc ici, donc c'est GPA. Bon, ça c'est juste pour donner un nom qui est différent des noms précédents. Et après, il y a les dépendances. Alors, les dépendances, c'est très simple. Vous voulez, quelles sont les dépendances dont on a besoin? GPA et MySQL. Alors, vous écrivez GPA, vous trouvez rapidement MySQL et là. Alors, vous avez sélectionné les deux dépendances. Alors, ça, c'est une plateforme web qui va vous permettre de créer un projet. Une fois que vous créez ce projet-là, vous pouvez l'importer dans n'importe quel éditeur. Vous utilisez par exemple NetBeans ou bien un autre environnement, autre Eclipse, c'est comme ça qu'on fait généralement. Alors si vous voulez avoir le détail, c'est-à-dire si vous voulez avoir la liste des dépendances détaillées, vous cliquez sur ce lien et après vous allez voir ici, vous avez pratiquement la même chose, toutes les dépendances qui sont classées par catégorie. Et là, vous pouvez cocher quelles sont les dépendances que vous voulez utiliser dans ce projet Spring Boot. Alors, vous trouverez donc le détail. Alors ici, donc, sinon, vous travaillez, donc, ça, si vous voulez, dans la base, quelles sont les informations minimales que vous devrez saisir pour créer ce projet-là. Et après, vous cliquez sur Générer Project. Et du coup, vous avez généré le projet, il est là. Alors, ce projet-là, qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc, on va le prendre, c'est un fichier .zip. On va le mettre dans un dossier quelconque. Project. Workspace par exemple, CTRL V, vous faites extraire ici. Okay. Alors il est là le projet. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'importer avec l'éditeur. Alors maintenant, si je travaille avec Eclipse, je l'importe comme ça. Si je travaille avec n'importe quel éditeur, je peux l'importer. Mais je vais l'importer en tant que quoi? En tant que Maven Project. Donc vous voyez donc quel type de projet? Je vais Maven, Existing Maven Project. Alors ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel éditeur, parce que pratiquement, tous les IDE utilisent des projets Maven. Parcourir, et après on va chercher Project, Workspace, le projet, Finish. Et vous allez voir, il est là. Il est là. Comment je l'ai appelé? Voilà, il est là, GPA 4. C'est pareil. Donc, vous voyez, donc, c'est le projet que j'ai créé de la première méthode. La deuxième méthode, ça donne la même chose. Alors maintenant, une fois que j'ai le projet, je vais créer mes entités. Alors, pour créer les entités, donc, je suis déjà, quel est le package de base? C'est org.sid. Je vais créer, pour moi, l'entité, c'est une classe. Alors, la classe s'appelle produit. Alors maintenant, une entité, ça on le sait, une entité c'est quoi? C'est une classe qui est serialisable, avec les attributs. Alors, ID produit, ID, l'identifiant. Alors là, il faut faire attention, quand vous déclarez l'identifiant d'une entité,
il faut utiliser les classes et non pas les primitives. Alors, autrement dit, au lieu d'utiliser lang avec L minuscule, alors on va utiliser L majuscule. Il faut utiliser l'enveloppeur, les workers. Au lieu d'utiliser par exemple int, exactement, vous utilisez integer. Alors, vous avez donc les éléments. Alors, vous allez comprendre par la suite pourquoi. Parce qu'en fait, l'identifiant doit être un objet. Hein, et vous allez comprendre pourquoi pas tout à l'heure. S'il vous plaît. Alors, ici, donc, j'ai l'identifiant, j'ai la désignation. Le prix, qui est de type table. La quantité, qui est de type int. Bon, après, on va générer un constructeur sans paramètres. Un constructeur avec paramètres. Alors, dans le constructeur avec paramètres, je ne vais pas garder le ID parce que je suppose qu'il est généré automatiquement. Et après, je vais générer les getters et setters. Alors, ça, c'est les choses qu'on fait d'habitude. Et après, par la suite, on va utiliser les annotations GPA. Alors, quelles sont les annotations? Il y a l'annotation entity. Alors, bien sûr, si vous voulez spécifier le nom de la table, vous utilisez l'annotation table. Mais nous avons dit que ce n'est pas obligatoire. Par défaut, il va prendre le même nom que entité. Je vais utiliser l'annotation ID et l'annotation generated value. Alors, vous voyez donc ces deux annotations-là, ils concernent l'attribut ID. C'est tout. Voilà les annotations qui sont obligatoires. Alors maintenant, on va déjà tester est-ce que ça marche, est-ce que l'entité, est-ce qu'il va nous générer la table correspondante à cette entité. Alors, pour cela, on aura besoin de configurer l'unité de persistance. Alors, on avait déjà dit que pour configurer l'unité de persistance dans un projet GPA, il faut utiliser le fichier persistence.xml. Alors, dans un projet Spring Boot, on n'a pas besoin de créer le fichier persistence.xml. Donc, je l'avais déjà expliqué la dernière fois. On peut le faire dans le fichier application.properties. Alors, tout se fait dans ce fichier-là qui se trouve dans le dossier ressources. Alors, bien sûr, donc, il y a un certain nombre de propriétés que vous aurez besoin de connaître. Ben, avec l'éditeur, c'est simple. Généralement, vous écrivez spring.datasource URL. Par exemple, vous trouverez la propriété, vous tapez la valeur de cette propriété. Sinon, ce que vous allez faire dans un premier temps, vous allez copier ces propriétés-là. Elles sont là. En fait, c'est les mêmes propriétés généralement que vous utilisez souvent. Alors, vous voyez donc Spring Data Source URL. Vous spécifiez que la base de données. Alors, je vais créer la base de données que je vais appeler DBGPA, la version 8. C'est le nom de la base de données. Username, password, le pilote GDBC à utiliser. Alors ici, donc, show SQL, si je voudrais que Hibernate m'affiche les requêtes SQL au moment de l'exécution, qui est très utile dans la phase de développement, je vais utiliser true. Si je voudrais que Hibernate me crée la base de données, les tables, donc je peux utiliser donc cette propriété DDL auto create ou bien update. C'est quoi la différence? Alors create, il écrase à chaque fois, il recrée la base de données. Update, si la base de données est déjà créée, s'il y a des nouveautés, des nouvelles tables, il va les créer, sinon il ne va pas toucher la structure de la base de données. Donc on va garder dans un premier temps create, si vous voulez, dans un premier temps update, comme ça on saura quoi la différence. Update. Le dialecte c'est MySQL dialect, MySQL 5 dialect. Bon, ça c'est, je vais vous en parler tout à l'heure. Quand vous démarrez un projet Spring, il affiche un logo de Spring. Donc si vous voulez juste le masquer, donc c'est cette propriété qui permet de masquer bien sûr le logo de Spring si vous ne voulez pas qu'il apparaisse dans la console. Mais généralement, ça fait, parce qu'en fait, Spring, quand vous utilisez Spring, c'est la partie la plus importante de votre application d'une manière générale, parce que c'est lui qui fait l'inversion de contrôle. Bon, souvent, donc, il apparaît au démarrage, on le voit clairement au démarrage, on voit l'inversion de contrôle se fait avec Spring.
C'est bon? Alors ça, c'est les propriétés qu'on va faire. Et après, maintenant, on va tester. On va démarrer l'application. Mais avant de démarrer l'application, nous allons d'abord démarrer. Il faut s'assurer que vous avez une base de données MySQL qui est démarrée, SGBD. Alors là, vous utilisez des outils comme Exam.WampServer, MAMP, EasyPHP. Ben, c'est des outils qui contiennent un utilitaire qui s'appelle phpMyAdmin. Alors ce que je vais faire, je vais créer la base, mais je ne vais pas créer les tables. Parce qu'en fait, ce n'est pas à moi de créer les tables, c'est Hibernate qui va s'en charger. Maintenant, je vais démarrer mon application. Alors l'application Spring Boot, il est déjà créé. Il est là. Alors cette application, qu'est-ce qu'il fait? Bon, tout simplement, il démarre Spring. Spring application.run. Spring va démarrer. Et quand Spring va démarrer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire d'abord le fichier application.properties. Il va également scanner toutes les classes qui se trouvent à l'intérieur du package. Quel package? Ce package-là. org.sid. Donc ça signifie que quand vous créez vos entités, toutes les classes que vous créez annotées, il faut s'assurer qu'ils se trouvent à l'intérieur de ce package. Si vous les mettez dans un autre package, par défaut, il ne va pas le scanner. Mais si vous voulez le faire, il y a d'autres annotations qui permettent de vous indiquer quels sont les packages qu'il doit scanner. Alors c'est juste une information. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent ce que vous faites, c'est que vous créez des classes en dehors de ce package, vous démarrez, vous dites ça n'a pas marché, il vous indique aucun signal comme quoi il y a un problème dans les annotations et pourtant ça n'a pas donné le résultat. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a toujours le réflexe de voir est-ce que vos classes se trouvent à l'intérieur de ce package. Et d'ailleurs, dans notre cas, on a utilisé donc l'entité produit dans package org.sid. Mais il serait plus utile d'ajouter un autre niveau, par exemple, entities, org.sid. C'est-à-dire que ça va être réservé pour les entités. Alors, je vais le changer, je vais lui demander de déplacer vers ce package-là. Donc, vous voyez donc ici, org.entities. Mais je suis toujours à l'intérieur du package org.sid. Alors, je vais démarrer l'application. Run Java Application. C'est l'application Spring Boot. Donc, Spring, il va démarrer. Il va faire l'inversion de contrôle. Il va vous afficher un certain nombre de messages. Et parmi ces messages-là, vous devrez à un moment donné voir quelque part ce message Table not found. Il a bien détecté qu'il y a une entité produit. Il se connecte à la base. La table n'existe pas. S'il n'y a pas d'exception, ça signifie qu'il a créé la base de données, la table. On peut le voir. Alors on voit ici donc la structure de la table produit. Alors ID produit, désignation prix, quantité. C'est fait. Alors on voit ici également auto increment parce que ça représente on a utilisé generated value. On voit qu'il est souligné, ça veut dire que c'est la clé primaire. Oui. Alors par défaut, donc si vous ne spécifiez rien, il va utiliser par défaut la stratégie par défaut. Il y a toujours des valeurs par défaut. Par défaut, c'est identité pour le cas de cette configuration. Alors, mais vous regardez, désignation, quel type qu'il a choisi au niveau de la base de données? Varchar, combien? 255. Donc, quand vous mettez string, pour lui, Varchar, il utilise le maximum. Mais c'est pas bien. Parce que vous utilisez à chaque fois 255, c'est que vous réservez énormément d'espace pour une colonne. Alors, comment régler ça? Alors, si vous voulez le régler, ça se passe dans l'entité. Alors, dans l'entité, alors on a déjà utilisé la notation colonne, n'est-ce pas? Alors, juste avant désignation, vous utilisez la notation colonne. Alors, si vous spécifiez le nom de la colonne, bon, c'est bon. Sinon, si vous voulez garder le même nom que l'attribut, le nom de la colonne, on n'a pas besoin. Mais par contre, il y a plein de propriétés, comme vous voyez ici, parmi lesquelles il y a length. Alors, length ici, vous mettez par exemple 70. C'est-à-dire, vous spécifiez qu'au niveau de la base de données, quand il va créer la colonne, il va utiliser varchar 70. Alors, si vous réexécutez l'application, est-ce qu'il va régénérer la table?
Est-ce qu'il va rectifier la structure de la table? Alors la réponse est non. D'ailleurs, regardez, vous aurez toujours 255. Pourquoi? Il a réservé. C'est pas question il a réservé. Oui, il a déjà réservé, mais surtout parce qu'ici nous avons utilisé update. Bon, update, si la table est créée, il ne va pas la toucher, la structure. Alors si vous mettez par contre create, ça veut dire que vous l'obligez à supprimer. À chaque fois que vous démarrez, il supprime, il recrée. Donc create, on l'utilise tant qu'on n'est pas encore sûr que la base de données est générée est forcément correcte. D'ailleurs, vous allez voir ici, regardez. Drop table produit, create table produit. Ça veut dire qu'il va la supprimer d'abord et après il va la créer. Ici, on regarde maintenant la structure de la table, on va trouver que ça c'est bon. Ça marche. Alors maintenant, on a vu comment créer l'entité produit. On va voir maintenant comment gérer l'entité produit. Alors pour faire la gestion des entités, en principe, il y a deux possibilités. Soit vous utilisez Spring Data. En fait, Spring Data, c'est un module qui fait partie de Spring que nous allons utiliser par la suite et qui permet de faciliter encore plus le mapping objet relationnel. Si vous utilisez Spring Data, si on utilise Spring Data pour la gestion de l'entité, c'est-à-dire pour les opérations qui permettent d'ajouter un produit, chercher tous les produits, éditer, supprimer, faire toutes les opérations classiques, vous les avez déjà. Donc vous n'avez même pas besoin de les faire parce que Spring Data, il a déjà créé une implémentation de GPA qui fait ce travail. Alors je vais vous montrer tout à l'heure comment le faire. Mais pour le moment, je vais supposer que je ne vais pas utiliser Spring Data. Et du coup, je dois faire moi-même ce travail. Alors comment je vais le faire? Donc je vais créer une interface. Autrement dit, donc je vais faire ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le modèle. Ça. Je vais créer une interface et je vais créer une implémentation de cette interface qui utilise Entity Manager. Bon, vous voyez donc tout ce qui se trouve là, c'est moi qui va le créer pour nous. Mais en réalité, quand on va utiliser Spring Data, même ça, c'est pas à moi de le faire. Spring Data, il l'a déjà fait. Donc c'est ça un peu dans la programmation. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que une fois que vous faites la même chose répétitive, vous faites des choses qui se répètent plusieurs fois, il faut s'arrêter. Quand vous êtes en train de faire un travail qui se répète pratiquement, c'est la même chose pour tous les projets, pour chaque entité on fait la même chose, pour chaque projet on fait la même chose, essayez de vous arrêter. Vous allez dire que sûrement il y a déjà un framework qui fait ce travail. Donc déjà si vous avez structuré votre travail de façon à ce qu'il se répète, c'est que vous avez déjà résolu le problème. Bon, c'est comme ça, la notion de framework, il vient justement de cette idée-là, de base. Alors, je vais créer maintenant une interface que je vais appeler, je vais utiliser le package DAO. Interface, je vais l'appeler produit DAO. Produit DAO. Si? Non, pour le moment, je gère que l'entité produit. Après, quand je vais introduire je ne traite pas l'association pour le moment, si vous voulez. Tout à fait. Après, je vais revenir sur comment mapper les associations. Alors, maintenant, dans ce genre d'interface, qu'est-ce qu'on va déclarer? Vous allez déclarer des méthodes comme ça. Public produit save produit P. Ça veut dire que je vais créer une méthode qui permet d'enregistrer un produit. Je vais créer une méthode qui permet de retourner tous les produits. Une liste produits. Alors généralement, si vous avez besoin, pourquoi? Parce que quand vous mettez save, vous donnez un produit qui ne contient pas le ID. La ID parce que vous ne le connaissez pas. Vous donnez un produit avec la désignation, le prix. Et quand vous mettez save, vous avez besoin d'afficher à l'application le ID du produit qui a été ajouté. Donc ça veut dire que quand vous mettez save, automatiquement vous lui retournez l'objet que vous avez enregistré. Et d'ailleurs, dans les formulaires d'inscription, vous pouvez le constater, à chaque fois que vous allez saisir, on vous affiche le détail de votre
inscription. C'est-à-dire quand on va enregistrer, on affiche c'est-à-dire les données que vous avez affichées. Donc ce qui fait que d'une manière générale, c'est plus pratique comme ça. Liste produit. Alors ce genre de méthode, généralement, on va l'appeler find all. Public. J'ai besoin d'une méthode qui permet de retourner un produit. Alors là, ce genre de méthode, on va l'appeler find one. Alors pour retourner le produit, vous avez besoin de quoi? ID. Tout à fait. Vous aurez besoin d'une méthode qui permet de faire la mise à jour. Alors pour faire la mise à jour, donc vous aurez besoin d'une méthode qu'on va appeler update. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? P. De la même manière, vous aurez besoin d'une méthode qui permet de supprimer. Bon, pour supprimer, vous utilisez donc soit vous retournez soit void, soit le produit lui-même. Alors, on va l'appeler comment? Delete ou bien remove. Delete, oui. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? Oui. Find. Non, get. Find one, c'est-à-dire je lui donne ID, il va me retourner le produit sachant son identifiant. Et dans notre cas, on aura également besoin d'une méthode qui permet de chercher les produits par mots-clés, c'est-à-dire je vais faire quelque chose comme ça. Une méthode qu'on va appeler find by désignation. Parce qu'en fait, c'est un critère qui se fait sur la désignation. Et qu'est-ce qu'on va donner ici? String. Le mot-clé, un mot-clé qui représente la désignation. Ok? Ça marche. Alors, ça, c'est une interface qu'on crée généralement. Il faut savoir créer ce genre d'interface. Parce que ça, c'est de la conception. Mais si vous le faites la première fois, la deuxième fois, quand vous allez passer aux catégories, vous allez faire la même chose. Quand vous allez passer vous créez l'entité fournisseur, vous allez encore créer une interface pour le fournisseur. Et quand vous voyez que vous êtes en train de faire copier-coller, vous allez dire, est-ce qu'il n'est pas temps de créer une interface générique? C'est quoi une interface générique? La généricité. Une interface générique, c'est une interface que vous pouvez utiliser pour n'importe quelle entité. N'est-ce pas? Alors, comment créer une interface générique? Ben, vous allez utiliser ici un type T. Et au lieu de produit, vous allez dire T. Alors ça, c'est de la bonne programmation. Quand vous commencez déjà à faire ça, c'est que déjà vous êtes en train de penser. Alors ça, ici, la même chose. Okay. Alors, ça veut dire que vous avez créé une interface qui va me servir aussi bien pour les produits que pour les catégories, que pour n'importe quel type. Alors ici, on n'a plus besoin d'importer. Smear. Ah, l'interface, maintenant, on l'appelait produit DAO, mais on peut l'appeler autrement, n'est-ce pas? Entity repository. Entité repository. C'est bon? Entité repository, mais on aura besoin de renommer le fichier. Rename. Alors maintenant, on va créer une implémentation de cette interface. Classe. On va l'appeler, maintenant, on sait qu'il s'agit des produits. L'implémentation, produit, DAO, implémentation. Alors dans le produit DAO implémentation, on va utiliser implements. On va l'appeler entité repository. Et là, cette fois-ci, au lieu de T, on va dire, je gère les produits.
on apporte cette entité produit. On va redéfinir maintenant les méthodes. Bon, il sait que maintenant, il suffit de gérer les produits. Alors, ici, donc, c'est une bonne pratique pour, bien sûr, réutiliser les mêmes éléments. Oui. Parfois, si on implémente cette interface qui est générée, parfois, si on a une classe qui va implémenter cette interface, parfois, on a des méthodes qu'on n'aura pas besoin. On va implémenter ces méthodes. Par exemple, ici, find by désignation. Parce que ça, by désignation, on est déjà dans produit. Alors maintenant, il faut quand même, quand on utilise la généricité jusqu'à un niveau, c'est-à-dire c'est-à-dire s'il y a des méthodes, en fait, il ne faut pas intégrer les méthodes qu'on ne va pas utiliser partout. Donc après, vous les laissez pour une autre interface qui hérite de l'interface dans laquelle vous ajoutez. C'est un peu ça. Dans la généricité, vous créez une interface générique globale. Et quand vous avez des choses particulières, vous créez une autre interface qui hérite de l'interface générique et vous ajoutez d'autres méthodes. Et du coup, quand vous voulez implémenter l'interface, vous implémentez celles que vous voulez. Au niveau de la conception, c'est ce qu'on fait. Oui. Je dis que Spring Data, est-ce qu'il a implémenté pour chaque classe une interface? Il l'a déjà fait. Non, c'est ce qu'il fait. Spring Data, il a créé c'est exactement ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, quand on va arriver à Spring Data, parce qu'on n'en a pas parlé, je préfère qu'on en parlera tout à l'heure, d'accord? Alors, en tout cas, ici, donc, on veut gérer les produits. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, maintenant, pour dire à Spring que ça, c'est une classe qui doit être instanciée par Spring, on va utiliser la notation repository. Alors, rappelez-vous donc, pour faire l'injection des dépendances, on peut utiliser soit via XML, soit via annotation. Bon, repository, il est obligatoire ici. Pourquoi? Parce que sinon, Spring ne traitera jamais cette classe, il ne va jamais l'instancier au démarrage. Alors, si vous voulez demander à Spring de gérer les transactions, on va utiliser la notation transactional. En fait, transactional, c'est une annotation qui dit à Spring que tout ce qui concerne les transactions, toutes les méthodes sont transactionnelles. Donc, à chaque fois que j'utilise n'importe quelle méthode, c'est Spring qui va créer la transaction. C'est lui qui va décider de faire soit commit, soit rollback. Je suis en train de déléguer les transactions à Spring. Alors maintenant, pour gérer la gestion des entités, on aura besoin de déclarer un objet de quel type? Entity Manager. Alors maintenant, Entity Manager, c'est une interface. Donc je vais demander à Spring de me créer un objet de Entity Manager en utilisant l'unité de persistance que j'ai déclarée par défaut. Donc en utilisant la notation persistence context. Alors voilà les annotations que vous devrez utiliser. Une fois que vous faites ça, Spring il va vous préparer tout ce qu'il faut pour travailler. Alors maintenant, pour enregistrer un produit, on va utiliser Entity Manager. La méthode s'appelle persist. P. Et qu'est-ce que je vais retourner? P. Alors quand vous dites persist P, il l'enregistre, mais le ID, il le récupère, parce que persist, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire insert into, etc. Et insert, il retourne le ID du produit qui a été inséré et il l'ajoute dans le produit. Donc c'est-à-dire quand je retourne P, je vais retourner le produit qui vient d'être ajouté. Alors find all, on va créer une requête query. La requête c'est entity manager.create query. Create query. Alors la requête, nous avons dit qu'on utilise le HQL. HQL c'est Hibernate Query Language ou bien le GPAQL. Select P from produit P. Alors il faut faire attention. Ici ce n'est pas la table, c'est la classe. Alors maintenant on va retourner la liste avec la méthode getResultList. Vous voyez donc c'est assez rapide. Pour les produits par désignation, je vais faire copier-coller et après je vais ajouter le critère. Alors c'est quoi le critère? Where p.désignation like le paramètre x. Et après il faut remplacer x par sa valeur en écrivant entity manager.set paramètre
le paramètre x, je le remplace par MC. Et après, je vais retourner la liste. Find one. Chercher un produit sachant sa clé primaire. Donc, produit P égale, c'est Entity Manager. On utilise la méthode find. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? Le type de l'objet qu'on va charger et le ID. Donc, la méthode find. Update. On utilise Entity Manager.merge. Pour delete, on va utiliser d'abord find et après remove. Entity Manager.remove. Ah, c'est pas refresh, c'est remove. Remove P. Oui. Oui. C'est pas la méthode merge, on va chercher le P qui est le même ID que. Oui. C'est ça. Alors en fait, la méthode de merge, qu'est-ce qu'il fait? Elle fait update, mais sachant que le produit, il a un ID. Donc l'ID, c'est-à-dire il va faire update 77777 where ID égale ID du produit. Donc si vous lui donnez un objet, il fait la mise à jour. Alors ça c'est fait. Donc vous voyez donc l'implémentation, la même chose. Ça c'est une implémentation qui fonctionne pour quelle entité? Produit, n'est-ce pas? Alors quand vous allez passer sur catégorie, vous allez faire la même chose. Vous allez encore dire, je vais créer une classe générique qui devrait marcher aussi bien pour les produits que pour les catégories, pour toutes les entités. Alors ça, vous n'avez pas besoin parce que Spring Data, il l'a déjà fait. Donc Spring Data, il a déjà créé en quelque sorte ça. Alors ici, on ne va pas créer une implémentation générique, on va la garder, on va la laisser comme ça. Alors maintenant, dans l'application, on va tester. Et pour tester, on va utiliser application context. On va déclarer application context égale spring application.run. Parce qu'en fait, il démarre et après, il va nous donner le contexte de Spring. Et du coup, donc, à chaque fois que je veux un objet, je vais utiliser context.getBean. Donne-moi le bean que je veux. C'est-à-dire, c'est ce que je vais faire ici. Je vais dire application context, c'est-à-dire, moi, ce que je connais que l'interface. L'interface, comment il s'appelle? Entity repository. Entity repository, bon, mon interface ici. De quoi? De produit. Ici, donc, je vais utiliser voilà, DAO. Produit DAO égale context.getBean. Alors le nom du bin, je ne le connais pas, parce qu'en fait, la classe que j'ai créée, je ne lui ai pas donné un... Si j'ai utilisé ici, par exemple, ici, je vais l'appeler produit, plutôt produit DAO. Par exemple, je peux utiliser getBean DAO. Alors ici, je n'ai pas besoin de mettre le nom du bin. Et dans ce cas-là, je ne connais que l'interface. Alors l'interface, c'est quoi? C'est entité repository.class. Alors ici, donc, vous utilisez .class. Alors ça, c'est... pas besoin de... Et après, donc, vous voulez ajouter, donc, on va écrire produit DAO.save. On va enregistrer quoi? Un produit. New produit. Alors, le produit, on va mettre la désignation, par exemple, quelconque, un prix, une quantité. Je fais la même chose pour créer 3 produits. Voilà.
Alors ici, on va exécuter l'application. Alors si tout se passe bien, à un instant donné, regardez, vous allez trouver, regardez, insert. Donc ça veut dire que j'ai inséré les 3 produits. Alors si vous essayez d'afficher, donc vous allez trouver, voilà, j'ai inséré donc les 3 enregistrements dans la table produits. Alors je veux également consulter la liste des produits. Je vais utiliser liste produit égale à quoi? Égale produit DAO point add on. Et pour afficher, donc je vais utiliser pour chaque produit P de la liste des produits je vais afficher la désignation du produit, par exemple, c'est p.getDésignation. Je vais afficher le prix, c'est p.getPrix. Alors, vous remarquez qu'à chaque fois que vous démarrez dans la console, il y a plein de messages qui s'affichent. Parce que Spring, lui, il affiche beaucoup de messages dans le démarrage, parce qu'il log les messages. Après, moi, je vois ici donc bien les informations que j'affiche. Alors, si vous ne souhaitez pas, que tous ces messages-là soient affichés dans la console, parce qu'à un moment donné, vous voulez voir que vos messages, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire? Il faudrait configurer la journalisation. Parce que vous dites à Spring, tout ce que tu vas loguer, tu le logs dans un fichier, et la console, moi, j'affiche ce que je veux. Alors, comment vous le faites? C'est très simple. Il suffit de créer un fichier dans le dossier ressources, un fichier XML. Alors, ce fichier XML s'appelle logback.xml. En fait, Spring Boot utilise un framework de journalisation qui s'appelle Logback. Et dans ce fichier XML, pour le moment, vous mettez que configuration. C'est tout. Alors après, si vous voulez spécifier dans quel fichier on va journaliser, tout ça c'est une histoire de logback. Donc pour le moment, je n'indique pas. Alors si vous réexécutez, vous allez remarquer déjà que en fait, les messages, il y a le logo qui s'affiche, forcément, parce que là, il est envoyé automatiquement vers la console. Mais ici, je ne vois que les requêtes et mes messages. Alors, je ne veux pas voir ces requêtes SQL. Comment le faire? Ça se passe dans Show SQL. Au lieu de true, je vais utiliser false. Et enfin, je ne veux pas voir le logo. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous mettez ça. Donc, ce commentaire, c'est-à-dire cette propriété-là. Ici, donc, ce que je vois. Alors, vous ne voulez pas voir le logo de Spring, vous mettez Spring main banner mode off. Alors, quand vous exécutez, par contre, vous devrez quand même, ça, c'est ce que je vous montre, vous n'avez pas besoin de le faire, parce que vous avez ici, pour le moment, vous avez que ce que vous affichez dans votre application, mais les autres messages, c'est très important pour le développeur. S'il y a une exception quelque part, etc., eh bien, il faudrait qu'on la voie. Donc, ça veut dire que cette manière de travailler, donc, c'est pas forcément la bonne manière, mais en tout cas, on en est dans c'est juste pour vous montrer comment le faire. C'est bon, vous avez compris? Alors, on peut continuer à consulter un produit, à consulter tous les produits par désignation. Par exemple, vous voulez les produits par mots-clés. On va utiliser ici Find by désignation. Alors, désignation, on va mettre par exemple H, un pourcentage avant et un pourcentage après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donne-moi tous les produits dont la désignation contient H. En principe, je ne devrais afficher que les produits contenant H. Exactement. Alors, de préférence qu'ils soient comme ça. Alors, ici, donc, voilà, on découvre déjà que nous avons, par exemple, une exception dans quelque part. Alors, voyons ça.
No all named parameters select p from. Donc on n'a pas spécifié. Il y a quelque chose qu'on n'a pas spécifié, qu'on a mal fait. Select p from produit p where désignation like x. Alors dans notre implémentation, on a ici x et après on a utilisé cette paramètre. C'est pas cette propriété, c'est paramètre. C'est-à-dire le paramètre x on l'a pas. Cet paramètre 7. Alors em, c'est pas em, c'est requête. Point 7 paramètre. Vous voyez donc parfois c'est bien de tester parce que c'est bien de tester parce que parfois on oublie des choses. Alors vous voyez donc c'est pas em.7 property, c'est requête.7 paramètre. Ici, vous pouvez le faire, mais c'est pas une bonne pratique. Quand vous mettez, vous injectez plus, c'est que vous exposez votre application à un problème de sécurité qui s'appelle l'injection SQL. Ça c'est ok. Alors maintenant, ça c'est pour la gestion d'identité. Alors on pourra faire la même chose pour la gestion. Vous voyez donc je vois que HH, donc c'est-à-dire que les produits dont la désignation contient la lettre H. Alors maintenant on va faire la même chose pour gérer, comment gérer maintenant l'association one-to-many, many-to-one. Voilà ce qu'on va faire. Alors déjà, avant de passer vers ça, regardez. On va faire quelque chose d'intéressant. Maintenant, je sais maintenant faire comment gérer une entité. Ok? Je sais comment gérer une entité. J'ai créé l'entité, j'ai créé une interface et j'ai créé une implémentation de cette interface. Alors, mais je vous dis bien qu'en principe, ce travail-là, si vous travaillez avec Spring, vous n'avez pas besoin de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a Spring Data. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais faire la même chose, mais en utilisant Spring Data. Alors pour utiliser Spring Data, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer l'implémentation que j'ai créée. Je n'ai pas besoin. Il y a quelqu'un qui a fait mieux que moi. C'est Spring. Alors, je vais supprimer l'interface générique que j'ai créée. C'est fait. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai que l'entité. Mon application, bien sûr, ne va pas marcher parce qu'on fait référence à des interfaces qui n'existent pas. Alors maintenant, votre travail consiste à quoi? On va créer une interface. On va créer une interface. Cette interface, on va l'appeler produit repository pour gérer les produits. Alors cette interface produit repository, ben, tout simplement c'est une interface qui hérite déjà d'une interface qui est créée par Spring. L'interface s'appelle GPA repository. Alors en fait GPA repository, alors GPA extend GPA repository. Alors tout ça c'est parfois de temps en temps l'éditeur il est fâché. GPA repository. Il veut même pas enregistrer. Alors ça c'est un peu grave. Alors je reprends. Alors j'ai l'interface produit repository extend GPA repository. Voilà. Alors regardez, GPA repository c'est une interface générique. Qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner deux paramètres. Le premier, comment s'appelle l'entité? Je voudrais gérer l'entité produit. Et le deuxième, regardez, c'est le ID de l'entité. Alors le ID de l'entité, il est de quel type? Type langue.
Alors d'ailleurs, c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure, l'identifier doit être une classe. Pourquoi ici, on suppose que ça doit être un objet qui est sérialisable. Si vous remarquez, le deuxième paramètre, il est de quel type? Sérialisable. Donc ça doit être une classe, un objet. Alors ici, donc, je vais utiliser long. Et c'est tout. J'ai créé une interface, je n'ai même pas besoin de créer la classe. Pourquoi? Parce que la classe, quand je veux démarrer, Spring, quand il détecte une classe, une interface qui hérite de GPA Repository, il va automatiquement injecter une implémentation de cette interface. Il l'a déjà fait. La preuve, si on revient à l'application, alors ici maintenant, je vais utiliser mon interface. Comment il s'appelle l'interface? Il s'appelle produit repository. Produit repository, c'est mon interface. Et ici, donc, je vais utiliser produit repository.class. Produit repository.class. Log. C'est important parce qu'en fait, ici, pour gérer les produits, je dois lui spécifier le ID, il est de produit, il est de quel type? Long. Pourquoi? Parce que dans les méthodes génériques qu'il a créées, il y a une méthode find, par exemple, one. Avec find one, qu'est-ce que lui donne comme paramètre? On lui donne l'ID. L'ID, il est de quel type? Donc, il a besoin de savoir le type. Parce qu'en fait, c'est une interface qui possède deux types génériques. Alors ici, donc, j'ai ça. Ici, donc, je veux consulter tous les produits. Je vais utiliser, vous trouverez toutes les méthodes maintenant. Find all, find one, toutes les méthodes classiques. Alors, find all, vous exécutez. Alors, il y a encore une erreur, juste parce qu'on avait importé quelque chose qui n'existe plus. Et comment? Oui. Alors, on y arrive. Je vais t'expliquer tout, ne t'inquiète pas. Alors, je vois déjà que ça marche. N'est-ce pas? Alors maintenant, quand vous utilisez une interface générique GPA Repository, c'est que vous héritez les méthodes classiques. Les méthodes classiques, pratiquement la majorité des méthodes que vous utilisez, ajouter, supprimer, rechercher, find all, vous voulez chercher page par page, etc. Donc tout ça, c'est déjà fait. Alors, mais par contre, si vous voulez consulter, par exemple, les produits par mots-clés, vous ne pouvez pas, ça n'existe pas dans cette interface. Il faut la créer. Mais comment vous allez la créer? Regardez. Dans votre interface, vous ajoutez les méthodes, maintenant. Vos méthodes. Alors, la méthode, je vais l'appeler, je veux une méthode qui permet de retourner une liste. De quoi? De produits. Cette méthode, je vais l'appeler produit par mot-clé. Comment je vais l'appeler? Comme ça. Vous n'avez même pas besoin de l'implémenter. Pourquoi? Il suffit donc de spécifier la notation query à cette méthode. Alors, en fait, la notation query, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, on écrit la requête. On va lui demander quelle est la requête qu'il va exécuter. Select P from produit P. Alors, vous aurez juste besoin de connaître le HQL. P.désignation like 2.x. Et après, il faut maintenant indiquer comme quoi ce x là, ça représente MC. Il y a une annotation qui s'appelle param. Et cette annotation param x. C'est-à-dire que ce paramètre MC, il représente le paramètre x. Et vous laissez Spring Data faire le travail. C'est pas la peine de l'implémenter, Spring Data, il va l'injecter. Vous voyez donc, quand on utilise Spring, c'est pas pour rien. Spring, vraiment, il fait l'inversion de contrôle. Vous lui dites ce que vous voulez, il le fait.
Mais il faut savoir lui dire. C'est un peu le... Alors, la preuve, c'est ici, si vous revenez à l'application, vous mettez maintenant, au lieu de find all, vous mettez produit par mot-clé. Vous mettez H. Ça. Alors, point virgule. Alors, mais si la requête HQL, si la requête HQL n'est pas bien écrite, il génère des exceptions. Alors maintenant, on a fait pour les produits, on va faire la même chose pour les catégories. Alors maintenant, l'association entre produits et catégories. Classe. Catégorie. Alors, une catégorie, c'est une quantité serializable, long ID et le nom de la catégorie. Catégorie. Mais une catégorie contient plusieurs produits. Donc on aura besoin de déclarer un objet de type collection. Collection de produits. Je n'ai même pas besoin de faire new array list, ne faites rien. Vous dites que la collection, vous laissez le framework, c'est lui qui va choisir la bonne collection. Alors après, on va générer donc les getters et setters. On va générer un constructeur sans paramètres, un constructeur avec paramètres. Ben, je vais garder que le nom de la catégorie. Alors je reviens à la classe produit, l'entité produit, parce que je dois la changer. Alors maintenant, un produit appartient à une catégorie. S'il vous plaît. Un produit appartient à une catégorie, qu'est-ce qu'on va déclarer? C'est pas ID. Si vous dites ID, c'est vous êtes dans le relationnel. Si vous dites dans l'objet, il faut déclarer un objet de type catégorie. Et après, on va utiliser quelle annotation? Mini to one. On spécifie la clé étrangère avec l'annotation join colon. Alors, name, la jointure la clé étrangère s'appelle ID catégorie. Sans oublier de générer les get et set. Parce que vous avez ajouté un autre attribut, cette catégorie. On va également ajouter un autre constructeur, cette fois-ci qui contient également la catégorie. C'est-à-dire, je peux bien créer un produit appartenant à une catégorie. Alors maintenant, je reviens vers catégorie, je dois la compléter. Pour que ce soit une entité, on va utiliser la notation entité, la notation ID et la notation generated value. Et sans oublier ici qu'on va utiliser la notation one to many. Parfois, contrôle espace, ça génère un problème. Alors, mapped by, c'est-à-dire vous dites que cette association elle est déjà décrite dans l'autre classe. En fait, dans la classe produit, nous avons déjà un attribut qui s'appelle catégorie. Cet attribut-là, je fais CTRL-C, pour lequel on a déjà spécifié la clé étrangère. Et après, fetch. Alors, égal, vous voyez donc fetch type soit lazy ou bien égal. Alors, par défaut, donc, je vais utiliser lazy. Je vous ai déjà expliqué cette affaire de lazy, ça veut dire que quand je demande à Hibernate de charger une catégorie, il ne va charger que les informations ID catégorie et non catégorie, mais il ne va pas charger les produits de cette catégorie. Il ne va les charger que à la demande. C'est-à-dire que quand j'appelle la méthode getProduit, c'est à ce moment-là qu'il va encore vers la base pour chercher les produits. Oui. Si on a par exemple une autre classe avec les mêmes attributs catégories. Si on a les mêmes attributs catégories dans une autre classe, c'est combien on ne peut pas savoir que le bon
Ça pose pas de problème parce qu'il s'agit d'une autre classe. Tu parles là, parce que j'ai pas très bien saisi ta question. C'est quoi le problème? Dans une autre classe, on appelle attribut catégorie. Dans une autre classe, on a un... Non, mais oui, la réponse, il est là. Vous dites collection de quoi? De produits. Ça veut dire que ici, c'est catégorie dans quelle classe? Dans la classe produit. Donc vous êtes précis, parce que c'est une collection générique. Mais si vous mettez collection, je suis d'accord avec toi, si tu fais ça, collection produit, là, il y a un problème. Comment il va savoir que ça concerne la classe produit? C'est bon? Alors on a créé donc ça. On va redémarrer l'application et on va regarder s'il a généré déjà les tables. Et après on va gérer, on va faire la même chose pour gérer la catégorie. Alors on regarde la base de données. On voit les deux tables, catégorie, ID catégorie, non catégorie. Et on voit produit, on voit ID produit, désignation, prix, quantité, on voit également ID catégorie. Bon, ID catégorie, c'est la clé étrangère. Alors, sauf que quand on a ajouté les produits, on n'avait pas spécifié à quelle catégorie ils appartiennent. C'est pour cela que c'est nul. Maintenant, on va le faire. Alors, comment gérer maintenant les catégories? Si vous voulez maintenant créer, vous voulez gérer les catégories, à nouveau, on va créer une interface pour gérer les catégories. On va l'appeler catégorie repository. Extends GPA repository. On va utiliser Spring Data. C'est quoi l'objet? C'est catégorie. Et les ID, les de quel type? Langue. C'est le type. Vous pouvez ajouter les autres méthodes. Oui. Oui. Vous dites encore cette interface, elle est générique. Vous spécifiez les types génériques, comme ça vous allez. Donc ça vous concerne. Alors maintenant j'ai fait ça. Alors dans l'application, je vais maintenant ajouter les produits, les catégories également. Je vais déclarer catégorie repository, catégorie repository, DAO, égale à quoi? C'est ctx.getBin. Donne-moi un bin qui implémente l'interface catégorie repository. Point classe. Ok? Voilà. Point virgule. Je veux ajouter les catégories. Vous pouvez par exemple créer des catégories. Catégorie C1 égale new catégorie. Je vais créer une catégorie ordinateur. Je vais créer une catégorie imprimante, une catégorie logiciel. Là, j'ai créé 3 objets, je vais les enregistrer. C1, C2 et C3. Je vais les enregistrer avec quoi? Avec catégorie repository. Point save. Save quoi? C1. C2, C3. Et ici, quand je crée un produit, je vais dire un produit, je vais utiliser l'autre constructeur que j'ai ajouté, si vous vous rappelez. Je vais ajouter virgule C1. Ça veut dire quoi? Ce produit-là appartient à la catégorie C1. Et ce produit-là appartient à la catégorie C1. Et ce produit-là appartient à la catégorie C2. Alors, donc, je sais maintenant mon application, il sait gérer les catégories, il sait également gérer les produits, sachant qu'il y a une association entre les produits et les catégories. Alors, cette association, elle est de type one to many, many to one. Alors, on regarde un peu ce qui se passe au niveau de la table. J'ai bien les catégories et j'ai bien mes produits. Mais regardez, les produits appartiennent. Alors, celui-là, il appartient à la catégorie 1, 1 et 2.
Alors, si vous partez de la semaine dernière, on avait dit que pour faire le mapping objet relationnel, il faut écrire le code Java pour mapper. De là jusque là, c'est que vous voyez déjà que le principe de l'inversion de contrôle, il vous permet d'aller très très vite dans votre développement. Donc il faut l'exploiter, notamment avec ce principe-là. On voit donc Spring, il vous dit qu'il y a Spring Data. Mais il n'y a pas que Spring Data, vous allez voir, il y a plein de choses qui sont déjà faites, tout ce qui est technique. Parce que le mapping objet relationnel, c'est une affaire technique. C'est-à-dire c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'une vingtaine d'années. Ben, il dit que donc, si vous savez le faire, si vous savez le gérer, mais dans les applications d'entreprise, il faut utiliser l'expérience des autres. Pour utiliser l'expérience des autres, forcément, c'est ce qu'on vient de montrer à travers cette démonstration. Alors en fait, cette démo, il contient l'essentiel pour